Bien, chers amis, bonjour. Vous vous souvenez peut-être qu'au début janvier, nous avions présenté un magicien du nom de Méphisto. Vous le reconnaissez, quoiqu'on lui a pas son chapeau de la dernière fois. Non. Alors, ce Méphisto-là, c'est François Poirier, que j'ai connu depuis un bon nombre d'années. Et François a commencé sa carrière publique, j'oserais dire, dans un autre domaine, qui était la lutte. Ouais. Hein? La lutte, c'était... Et le sujet de mon émission, là, à l'ombre du clocher, c'est de voir, même dans différents sujets, l'intérieur des personnes. Tu sais. J'appelle ça la personne derrière le personnage. Mm-hmm. La dernière fois que je t'ai rencontré, François, que j'ai rencontré Méphisto plutôt, c'était à propos de la magie. Ouais. Tu as dit comment tu vivais ça, là, de la magie, je dirais, de l'intérieur. Et cette fois-ci, on va parler comment tu as commencé ton métier ou ton apprentissage dans le domaine public. Et puis avec des prestations aussi qui émerveillent et qui ont émerveillé. On a vu les dernières fois, que la magie impressionne toujours, elle suscite l'émerveillement. Mais j'ai visionné tes vidéos et je pense que tes prestations dans un tout autre domaine ont émerveillé nombre de personnes. Vous avez des milliers de personnes, des centaines de personnes, puis des milliers même de personnes. Alors aujourd'hui, je voudrais te questionner là-dessus. Et puis on présentera des extraits vidéo aussi de cette vie-là de lutteur. Tu sais. On pourrait dire comment on passe de lutteur à magicien. Alors ça commence. Ça a commencé quand, cet apprentissage-là de la lutte, ou cette pratique-là de la lutte? Si on recule vraiment au début, là, moi, mes parents n'écoutaient pas la lutte à la télévision. Quand j'étais petit, c'était les années 70. Puis il y avait une époque, là, au début des années 70, qui était très forte, là, la lutte Grand Prix, puis la lutte des As de la lutte avec Johnny Rougeau, puis la lutte Grand Prix avec les Vachons. Et puis ça l'a arrêté vers 74 environ. Les deux fédérations ont arrêté tranquillement. Donc moi, quand j'avais 5-6 ans, il n'y avait plus du tout de lutte à la télévision. Donc je ne pouvais pas tomber là-dessus par hasard, comme ceux des générations actuelles. Et puis mes parents n'étaient pas des amateurs non plus. Fait que je ne savais même pas que ça existait avant les débuts des années 80, où un de mes... en fait, c'était le fils de l'ami à mon père qui lui connaissait ça. Ça a commencé en 82-83 à revenir à la télévision. Ça s'appelait Lutte internationale. Puis il m'a montré ça. Puis dès que j'ai vu le premier combat, je m'en souviens encore, c'était Sailor White contre Gino Brito sur une petite télévision noir et blanc. Puis dès que j'ai vu ça, j'ai tout de suite été accroché. Je ne sais pas exactement pourquoi. La foule, le spectacle, l'athlétisme, tout ça combiné ensemble. Là. Puis j'ai été instantanément accroché à partir de cette journée-là, en 84 à peu près, j'avais 14 ans. Puis à partir de ce moment-là, j'ai pas manqué une seule émission. Puis de fil en aiguille, bien, là, quand on est jeune, on veut essayer de refaire un peu ce qu'on voit à la télévision, que ce soit du hockey, du baseball ou de la lutte. C'est ça. Fait que j'ai commencé avec un de mes amis qui s'appelait Patrick, qui s'appelle encore Patrick, qui est encore un de mes grands amis. On a commencé à faire de la lutte là, sur la pelouse. Et puis, oui, c'est ça. Ça, c'est à Joliette. Tu viens de Joliette. Oui, c'était à Joliette, c'est ça. Sans aucune base, aucun professeur, quoi que ce soit. Là. Alors, je ne le conseille pas à personne, mais c'est ça qui est C'est trop vécu. C'est comme ça que ça a commencé, c'est ça. Puis ça n'existait pas à l'époque sous un nom, mais dans les années 90, ça s'appelait le backyard wrestling, qu'ils appelaient, parce que c'était devenu populaire de faire des galas devant des voisins, puis des fois même des grosses foules dehors sur le gazon. Mais quand nous autres, on a commencé ça n'existait pas, ce phénomène-là. Là. Donc, puis ensuite, bien là, on a rencontré une autre personne qui s'appelait Éric Jalette, qui, lui, avait organisé quelques pratiques de lutte sur des tapis dans un gymnase à Notre-Dame-des-Prairies par un ami commun là, qui s'appelait Philippe Bélanger. Et lui, Éric Jalette, il avait eu des cours de lutte par un lutteur qui s'appelle Louis Laurence, le fermier Louis Laurence, qui luttait pour Lutte internationale,
qui est toujours vivant d'ailleurs. Et donc, on a suivi des cours, si on veut, avec ce monsieur Jalette-là. C'était où, ça, ces Ça, cours-là? c'était à Notre-Dame-des-Prairies, à Dominique Savio, mais ça n'a pas duré longtemps parce L'école, que ça. à l'école Dominique Savio, c'est ça, mais on est de la direction, je ne sais pas s'il avait été au courant ou pas là, de la location du gymnase ou de sa vocation, mais quand ils ont appris que c'était pour de la lutte, ils ont arrêté les autorisations. Fait que le groupe s'est retrouvé à la rue. Et, le groupe, vous étiez combien à peu près à ce alors, on moment-là? n'était pas nombreux. Même moi, j'étais pas encore là dans ce temps-là, dans des Prairies. Il y avait juste Philippe qui était là, puis d'autres personnes. Mais il était peut-être une dizaine environ. Et puis là, ensuite de ça, on allait à l'école à Thérèse-Martin parce qu'on avait 15-16 ans. Donc là, on a rencontré un monsieur qui est le véritable fondateur de l'Euthanasia, qui s'appelle Luc Pelletier, qui était un orienteur à Thérèse-Martin, qui lui a accepté de superviser les pratiques dans un gymnase sur des tapis avec Éric Jalette, Philippe Bélanger, moi, puis plusieurs autres. Et puis c'est vraiment là que ça a commencé, là, en 86, là, sur des matelas. Puis Luc Pelletier? Luc Pelletier. Il était professeur à ce moment-là? Il était orienteur. Orienteur. Orienteur à Thérèse-Martin, c'est ça. Puis lui, il avait pour son dire qu'on était beaucoup mieux là, dans le gymnase à faire de la lutte que dans la rue, à faire quoi que ce soit, ou à faire ça sur le gazon. Fait qu'il aimait mieux qu'on soit là, puis que c'était une activité supervisée. Puis il y a eu des fois quelques plaintes avec des commissaires d'école ou bien de la direction. Puis Luc a toujours été là pour nous défendre en disant que c'était la bonne chose. Puis c'est à cause de ça qu'on a continué, parce que si lui n'avait pas été là... Et Luc n'était pas professeur d'éducation physique. Là, il n'était pas professeur d'éducation physique. C'était uniquement par motivation. Oui, c'était pour que dans le fond, c'était par altruisme pour que les jeunes aient une activité à faire. C'était un sportif, Luc, même s'il ne faisait pas du tout de lutte. Il ne connaissait rien là-dedans. Mais c'était quand même un sportif, un ski de fond, puis en badminton, etc. Puis il était... Et lui, comment il avait pris conscience de votre intérêt à vous autres? Bien, c'est Éric Jalette qui est allé le voir la première fois, qui m'a dit là, dans son bureau pour lui poser la question s'il accepterait de nous surveiller. Puis c'est la seule personne qui a dit oui. Là. Donc, il a vraiment porté ça à bout de bras les 2-3 premières années, parce que sinon, non seulement il nous a surveillés, mais il nous a même défendus auprès de la direction. Puis, Et puis tu parles de cours, vous n'aviez pas suivi de cours au début quand c'était le gazon et tout. Non, non. Mais là, rendu à l'école, est-ce qu'il y avait des cours? Y a-t-il un apprentissage quelconque? Il y a eu un apprentissage qui s'est fait, je vous dirais bien honnêtement, entre nous, versus ce qu'on voyait à la télévision, puis un peu ce que Éric Jalette avait appris de Louis Laurence. C'est la base qu'on avait. Et puis, c'est là-dessus qu'on a bâti. Puis, on a suivi ensuite certains cours aussi avec Luigi Proulx, qui était un lutteur aussi qui a lutté pour lutte internationale. Donc, on était allé à Montréal. Et puis, c'est de là, avec le contact de M. Proulx, qu'on a finalement eu un arène quelques années plus tard. Là. Il nous a vendu son ring. Et puis... c'est ça. Alors, justement... On va plus loin. Ouais, on est rendu plus loin. C'est ça. À ce moment-ci, on a quand même... Tu avais des vidéos sur ça, hein? De Thérèse-Martin, oui, parce qu'on faisait des galas, on faisait pas juste des pratiques à Thérèse-Martin. On faisait des affiches qui étaient épouvantables, écrites à la main, là, on collait ça dans le dépanneur, puis on faisait des galas le soir gratuitement. Il n'y avait aucun prix d'entrée. C'était le soir à Thérèse-Martin à 5-6 heures après les cours. Puis des fois, on avait 15 personnes de spectateurs. D'autres fois, on avait 100 personnes. On ne savait jamais. Une fois, on avait passé dans le journal avec un article de Louis Pelletier dans le Joliette Journal. Puis le lendemain de cet article-là, là, on a vu beaucoup, beaucoup de monde au gala. Alors, grâce aux vidéos que tu as déjà, on peut retourner en arrière, hein, et voir que je les ai visionnés déjà, là. Et tu vois que l'arène, hein, c'est très... artisanal, qu'on dit. Oui, c'est très artisanal. Mais c'est rien, il y a des belles prestations quand même. Hein. Oui, oui. Il y a des belles prestations. Alors, bien, chers amis, on va aller vers ces vidéos-là pour voir... et ton nom, à ce moment-là, c'était pas François. Non, depuis les débuts, il y a eu Superstar, là, qui était un lutteur masqué. Mais mon nom de lutteur, c'était depuis le début Frank Blues. Où tu avais pris ça, ce nom-là? Bien, j'étais avec Patrick, l'ami dont je parlais au début, avec qui on a lutté dans le gazon au début, puis on cherchait un nom d'équipe. Puis à l'époque, il y avait un film qui s'appelait Les Frères Blues. Ah. Et puis on s'est dit, bon, on pourrait s'appeler Les Frères Blues, Pat Blues et Frank Blues. Lui, Pat Blues, ça a duré une journée, puis il a changé d'idée. Moi, j'ai toujours gardé le Frank Blues, puis c'est un coup que j'avais jamais la consonance, même si
J'étais pas en équipe, mais puis je l'ai toujours gardé. Puis je le regrette pas. Je suis content de cette trouvaille. Alors, oui, et puis, on va regarder ça. Et puis, ce que je remarque, c'est qu'on a fait les émissions sur la magie, où tu mystifies les gens pour tes prestations. Et dès le début, tu étais vedette au tout début, si je remarque des images de vidéos. Tu été acclamé par les foules dès le début avec de la haute voltige. Et puis, alors, regarde ça, pour en reparler par après. Parfait. Je pense qu'il va y avoir de l'action.
Alors, François dit, Frank Blues, on vient de voir tes exploits. Et lesquels exploits partent justement de Thérèse Martin. On voit la reine artisanale. Oui, artisanale. Et puis, tu es allé par après, hein, dans une arène comme on voit derrière de nous. Hein? Ouais. Et ça se passe au cégep, je pense. Hein? Oui, exactement. C'est ça, au cégep. Donc, il y a toute une évolution. On part de 1986, jusqu'en 93, hein? Selon les vidéos qu'on vient de voir. Oui, exact. Bon. Et puis là, on a vu dans les vidéos qu'il y a vraiment on a parlé tout à l'heure de haute voltige, et puis de coups aussi que tu as pu attraper. Comment on vit ça, là? Je dirais intérieurement, mais aussi physiquement, là, quand tu tombes du troisième câble, là, puis tu tombes à terre, et puis est-ce qu'il y a de la douleur? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de volets, là, cette question-là. Mais premièrement, vous m'avez ramené en arrière, loin en arrière avec ces images-là. Je vous remercie. Ça m'a frappé de souvenirs que je n'avais pas vus depuis longtemps. Ouais. Pour ce qui est de l'arène, c'est ça, il y a eu cette arène-là qui était une fausse arène, dans le fond, qui était des tapis avec une toile olympique par-dessus, des poteaux de badminton, des cordes, des élastiques tout le tour. Donc, ça arrivait souvent que rendu au troisième, quatrième combat, les matelas étaient plus collés ensemble, donc on tombait directement sur le terrazzo sans le savoir. Fait que ça, c'était des blessures assez fréquentes là, quand on se faisait slammer, comme on dit en termes de lutte, là, sur le terrazzo. Puis après ça, quand il y a eu l'arène, mais là, c'était un autre niveau, parce que là, dans une arène, on ne sait pas ça tant qu'on n'a pas fait, là, mais les cordes, ça fait très mal. Donc, avec les années, je ne sais pas comment le corps s'habitue, mais avec le temps, le corps s'habitue, puis ça ne fait plus ça. Mais les premières fois que tu cours les cordes, le lendemain, tu es bleu à la grandeur, là, de haut en bas. Là. Juste de se faire promener dans les cordes, c'est de la corde à bateau, dans le fond, qu'ils appellent. Et juste ça. Ensuite, il faut apprendre à tomber, parce que le ring qu'on avait, il était au niveau du sol. Fait que quand on tombait en bas, oui, on tombait sur le terrazzo, mais on n'avait pas une chute de 3 pieds. Là, on tombait de 3 pieds de haut, puis ça, c'est quand tu ne passes pas par-dessus la troisième, où là, on parle de 10 pieds de haut. Là. Donc, il faut apprendre à tomber, à mettre notre main pour ne pas tomber sur l'arête du ring. Et les blessures, c'est sûr, ça fait partie, c'est pas, comme Guy Williams disait, c'est pas du badminton. Les blessures font partie de la lutte. Tu peux pas lutter sans te blesser. Là. Partant des simples échymoses aux commotions ou bien aux jambes brisées ou des choses comme ça. Donc, ce qui m'a le plus, dans les vidéos, là, ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand tu tombes. Donc, tu dis, tu mets la main au sol. Quand on sort à l'extérieur du ring, quand on se fait projeter à l'extérieur du ring, si on ne met pas notre main sur l'arête, le coin du ring, ce qu'on appelle le tablier du ring, mais là, c'est nos côtes ou nos reins qui vont tomber là-dessus. Fait qu'il faut mettre sa main là pour être capable ensuite de retomber en bas, les pieds en premier. Là. Fait que c'est juste ça, c'est un apprentissage que certains vont prendre des semaines avant de maîtriser. Alors, donc, c'est tout un apprentissage. Et comment tu as vécu? Toi, tu as été champion. Hein? Je remarque que tu as été champion de Thérèse Martin, puis ça continue par après. Comment tu vis ça? La dernière fois qu'on s'est vu, c'est à propos de la magie, où tu es acclamé. Tu étais acclamé aussi par les foules à Joliette. Oui. Vous avez même fait l'aréna Marcel Bonnet. Oui, on a fait l'aréna Marcel Bonnet à plusieurs reprises, une dizaine de fois à peu près. Environ. Ça, c'était la culmination, si on veut, le point culminant de la saison de lutte là, au début de l'été, qu'on a appelé Challenge Mania. C'était un gala là, qui était annoncé là, partout, puis avec la plus grosse foule de l'année aussi, bien entendu. Puis dans le même aréna où on avait vu nos idoles de jeunesse lutter, là, les Dino Bravo et Jacques Rougeau de ce monde. On était dans le même vestiaire. C'était fantastique. Peut-être que ce sera ma dernière question pour cette émission-ci. La réaction que ça te fait quand tu étais acclamé par la foule, on te voit arriver auprès de la reine, puis quand les gens t'acclament, comment tu as vécu ça? Bien, c'est sûr que c'est un sentiment qui est... c'est difficile à expliquer, il faut le vivre, mais c'est un sentiment quand même qui nous transporte. Là. Quand les gens sont derrière toi, surtout dans un événement sportif, bien, ça te pousse à te dépasser à chaque fois.
Puis quand ça ne te tente pas tout le temps de te relever, ben quand le monde est derrière toi, c'est ça qui fait la différence. L'adrénaline est dans le tapis. Là, avant un combat, là, c'est très, très, très fort. Là. Alors, on va regarder encore une fois d'autres prestations, hein, où on va voir justement tes performances, dans le fond. Hein. Autant il y a des performances en magie, autant il y a eu des performances là. Alors, on se quitte. Puis on retourne à l'arène avec toi. Avec plaisir. Tantôt, une souplesse. Oh, et voilà, on a soie bleue sur la troisième corde. Oh, ça fait mal où le soleil passe pas. Oh, et une souplesse du deuxième câble. Est-ce qu'on réussira? Voilà, souplesse du deuxième. Oh non! Ça s'est viré contre le rebelle. 3! Et Frank Blues conserve son titre. Blues le plus pour le maillot, je l'ai vu, mais c'est pas vrai. Ce serait bien d'avoir un écran témoin, mais Blues est toujours fair play, c'est Frank Blues, champion. Pas tricher comme ça. Non, qui dit Frank Blues dit champion, qui dit fair play, champion québécois. Je vais dire une chose, la journée où il va se retrouver avec moi dans l'arène, il ne pourra pas faire signer. Oh, j'aimerais bien voir ce combat, le ravishing contre Frank Blues. Bravo Frank Blues, on va lui apporter sa ceinture. Oui, amenez-le avant qu'il parte à broyer, c'est pas drôle. Non. Il devrait me laisser tranquille, là, après avoir triché comme ça. Eh bien, tout un combat, mesdames, messieurs. Jugez-en par vous-même qu'à Lutte Lanaudière, on vous présente d'excellents spectacles. Peut-être une dernière question pour cette émission. Dans la foule,
il y avait aussi des gens que tu connais bien. Il y avait ta mère, il y avait ton épouse à ce moment-là, et on a vu tout à l'heure hein, ton petit garçon qui était tout petit. Ben oui. C'est quoi la réaction de ta famille, là? Moi, j'ai rencontré une fois ta mère à l'occasion de réception. Je connais bien ton épouse, je connais ton petit garçon qui est devenu grand. Oui. C'est quoi, comment ils vivaient ça, aux autres? Bien, c'est sûr que c'est très différent. C'est un point de vue, là. Ma mère, vous l'avez vu, on la voit sur des images quand j'ai fait mon match d'adieu à l'Arena. C'est la seule fois qu'elle est venue, en passant. Elle n'était pas capable de venir de voir son fils se faire frapper. Puis je peux comprendre ça beaucoup mieux aujourd'hui, maintenant que j'ai mes propres enfants, là, parce que si mes enfants avaient fait de la lutte, je suis sûr que j'aurais été inquiet moi aussi. Mais bon, ça fait partie de la vie. C'est sûr que ma femme était inquiète aussi. Les fois qu'elle a eu des appels que j'avais eu des blessures, ça la mettait toujours pas mal tout à l'envers. Donc, elle aussi, elle aimait plus ou moins venir. Mais c'est certain que c'est un... Quand on regarde quelqu'un qu'on aime se faire taper dessus, se faire toutes sortes de prises ou tomber en bas du ring, bien, on est toujours inquiet. Mais je pense qu'ils ont toujours supporté ma passion avec beaucoup d'amour. Et mes enfants ont toujours bien aimé ça aussi, là, particulièrement mon fils, là, venir me voir à la lutte, parce que mon fils est un grand amateur de lutte, même s'il n'en fait pas. Et ils ont toujours été là jusqu'à la fin, qu'on peut le voir peut-être dans les images de mon dernier match à Montréal, là, il était là dans le public. Puis c'est une relation, on pourrait dire, un peu amour-haine avec la lutte, parce que ça l'a apporté des moments très, très dangereux. Mais d'un autre côté, ça me rendait tellement heureux. Ben, je me souviens, ma femme, souvent, quand elle me voyait sur le bord du vestiaire, surtout dans les derniers temps, quand je revenais après plusieurs années, je revenais, puis là, elle me disait, je te retrouve le visage que tu avais quand tu étais si heureux là, dans le temps de la lutte. Fait que c'est quelque chose on peut sortir le gars de la lutte, mais on ne peut pas sortir la lutte du gars. Alors, ça va bien pour ça. Donc, il y a tellement de choses à dire. Je pense qu'on n'a pas tout dit dans la première émission. Je suis d'accord avec vous. Alors, je réinvite Frank Blues. Frank Blues sera là. Et François Poirier en même temps. En même temps, un 2 pour 1. Oui, on se retrouve la semaine prochaine.